Il est 8h01. Votre matinale info, Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Il perd la Chambre, il garde le Sénat. Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis sont mitigés pour Donald Trump. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux dès le début de ce journal. Emmanuel Macron se sortira-t-il de l'ornière en faisant payer les autres? Le président veut que les régions versent une indemnité aux automobilistes pour compenser la hausse du prix de l'essence. Cela enchante-t-il les élus locaux à votre avis? La réponse est non. C'est la Bérésina sur la route du Rhum. Plusieurs bateaux ont dématé. L'un des favoris, Armel Lecléache, a carrément chaviré. C'est la tempête. La mer ne fait pas de cadeaux. Europe 1. La Chambre des représentants bascule en faveur des démocrates, mais le Sénat reste sous le contrôle des républicains. Rejoignons sans plus attendre notre spécialiste et correspondant à New York, Xavier Yvon. Quelles conséquences pour Donald Trump? Xavier, Donald Trump, qui a déjà commenté sur Twitter, il parle, lui, d'un immense succès électoral. Oui, alors ça, c'est sa vision à lui. La réalité, c'est plutôt qu'il a limité la casse. Alors certes, les Républicains gardent le Sénat et même ils étendent leur majorité avec des victoires symboliques contre les nouvelles stars démocrates, notamment au Sénat. Mais la perte de la Chambre des représentants, c'est un coup dur pour Donald Trump. C'est l'assurance d'une guerre de tranchées à Washington pour les 2 années à venir. Jusqu'à la fin de son mandat, le président va vivre une sorte de cohabitation. Il pourra toujours gouverner par décret, mais il ne pourra plus faire voter de loi, sauf à s'entendre avec les démocrates. Et donc, il peut oublier le financement de son mur à la frontière mexicaine. Les démocrates, eux, ont gagné avec la Chambre un pouvoir très puissant, celui de lancer des enquêtes parlementaires. Et ils promettent d'être un cauchemar pour la Maison-Blanche, prêt à dégainer des investigations sur les conflits d'intérêts de la famille Trump, sur les affaires du président, sur les liens avec la Russie. Ils pourront même, s'ils le veulent, déclencher la fameuse procédure d'impeachment, la destitution. On n'y est pas encore. La présidence Trump, saison 2, ça commence en janvier prochain avec l'investiture du nouveau Congrès et un nouveau personnage, Nancy Pelosi, la patronne des démocrates à la Chambre, femme énergique, détestée des conservateurs. Elle sera le visage de l'opposition et la meilleure ennemie de Donald Trump. Merci Xavier Yvon, vous étiez en direct pour Europe 1 depuis New York. On se croirait dans House of Cards. Allez, on va partir maintenant en Floride, à Miami. Oui, rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux, Sébastien Krebs. Vous avez passé, la soirée au QG des démocrates dans cet état du sud des États-Unis. Alors, comment les militants prennent-ils ces résultats, Sébastien ? Eh bien d'abord avec soulagement parce que cette Chambre des représentants qui bascule, c'est un contre-pouvoir qu'ils obtiennent enfin contre le président. Et ça réjouit Nancy. Il faut un équilibre des pouvoirs. Lorsqu'un parti décide seul, c'est hors de contrôle. J'espère qu'on pourra faire des choses sur la santé, le contrôle des armes, l'éducation, parce qu'il nous enlève beaucoup de choses. Et malgré tout, beaucoup de militants ici sont partagés, même déçus, parce qu'ils n'ont pas conquis autant qu'ils espéraient. Ce n'est pas la vague bleue dont ils rêvaient. Ils perdent, par exemple, leur siège de sénateur. C'est quasiment du 50-50, mais c'est une victoire importante pour Trump. Les républicains restent très forts, c'est vrai dans tout le pays, et ça inquiète Raphaël. La vague bleue n'a tout simplement pas été assez forte. Et je trouve ça effrayant d'avoir un président dont les messages racistes et haineux résonnent encore au sein de la population. Ça m'inquiète beaucoup. Il faut qu'on réfléchisse maintenant à comment mieux faire campagne. Et l'enjeu, c'est bien sûr la prochaine présidentielle 2020. Comment trouver les mots pour contrer la rhétorique de Donald Trump dans cette Floride où tout se joue toujours sur le fil. Sébastien Krebs, merci, vous étiez en ligne depuis Miami, en Floride. Et puis David, le bilan s'alourdit à Marseille après l'effondrement de 3 immeubles. Oui, le corps d'une 5e victime, un homme, a été découvert vers 6h ce matin. C'est le procureur de la République qui délivre cette information. Plusieurs autres personnes sont toujours portées disparues. Les recherches continuent. On va en venir maintenant à cette proposition d'Emmanuel Macron qui provoque énormément de réactions. Oui, c'était hier matin sur Europe 1 à votre micro, Nikos. Pour calmer la grogne des automobilistes, le président proposait d'étendre à tout le territoire un dispositif qui existe dans les Hauts-de-France, une indemnité de 20 € par mois pour ceux qui roulent beaucoup pour aller au travail. Mais attention, à la charge des régions. Alors évidemment, les élus locaux ne sont pas d'accord. Les explications d'Aurélien Fleureau. À peine annoncée, la piste évoquée par Emmanuel Macron a fait l'unanimité contre elle. Pour Hervé Morin, président de l'association Régions de France, le rôle des régions, ce n'est pas de compenser les mesures fiscales prises au niveau national. Estimer que la seule solution au matraquage fiscal qu'a décidé le gouvernement, c'est de demander à des collectivités qui font des efforts dans d'autres domaines de compenser les recettes que l'État touche, honnêtement, on est quand même dans un système qui s'approche du bonneteau ou de la patate chaude. Une mesure datée qui ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire vers une réduction
réduction du nombre d'automobilistes qui circulent seuls à bord de leur voiture, explique Michel Neugnot, premier vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Je n'ai pas vu une région qui veut dupliquer ce dispositif. Qui va payer ? Il n'y a que les régions qui sont en situation de payer de par leurs compétences. Donc je trouve que là, refiler le bébé aux régions de cette façon-là, ça ne va pas marcher. La région Bourgogne-Franche-Comté mise plutôt sur le covoiturage en l'organisant partout en lien avec les entreprises. Même chose pour l'Île-de-France et la Bretagne. De son côté, la Normandie préfère proposer des aides de 2 000 € à l'achat d'une voiture électrique. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Et la relation compliquée entre le président de la République et les élus locaux était l'une des mises en garde de Gérard Collomb lorsqu'il a démissionné. Il est l'invité d'Audrey Crespo-Mara à 8h15 sur Europe 1. Et j'ajoute, Nikos, que le périple du président de la République dans l'Est et le Nord de la France continue aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine. Au programme, ce mercredi, un conseil des ministres décentralisé à Charleville-Mézières. Le journal de David Doucan, et à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, Europe 1 vous propose une série de reportages dans la région, sur le terrain. Oui, aujourd'hui nous sommes dans le nord de la Meuse, à Spincourt exactement, où s'est déroulé un épisode méconnu de la Première Guerre, la destruction, après le conflit, de centaines de milliers de munitions chimiques. Et on ne prend la mesure de cette pollution qu'un siècle plus tard. Reportage de notre correspondant Arthur Mbaché. Ici, le blé et l'orge meurent. 100 ans après, le gaz moutarde et l'arsenic agissent encore à nos pieds, au milieu de cet immense champ exploité par Michel, 200 mètres carrés pollués. Là, il n'y a qu'une herbe qui pousse, pas de céréales, rien du tout. C'est ça ? C'est un genre de chien-dent qui est résistant même au glyphosate. Même le glyphosate ne le détruit pas. Il y a un siècle, le ministre de la Guerre ordonnait que soient rassemblées et détruites ici 1,5 million d'armes chimiques. Il y a seulement 3 ans, la préfecture décidait de neutraliser ces terres agricoles. Dans le village, personne ne savait qu'il y avait une telle quantité d'obus qui était passée par ici. Daniel Hippolyte est l'ancien maire de Museray. Il s'adresse au président de la République en déplacement tout près d'ici cette semaine. Vous savez, il y a beaucoup de ministres qui nous ont toujours prêché que les pollueurs devaient être les payeurs. Les pollueurs, c'est l'État qui a pollué nos sols. Il devait venir avec le carnet de chèques. 2015 a été indemnisé, pas 2016, pas 2017, pas 2018. Croyez que c'est sérieux de la part de l'État ? Le BRGM, Service Géologique National, enquête sur la dangerosité de cette pollution centenaire et doit publier prochainement ses conclusions. Spincourt, Arthur Mbaché, Europe 1. Et le président de la République n'est pas passé par Spincourt. Et les habitants auraient peut-être aimé lui dire ce qu'on vient d'entendre, mais le message est passé grâce au reportage d'Arthur Mbacher. Europe 1, il est 8h10. Ce n'est plus une course de voile, c'est la Bérésina. Près d'un tiers des 123 bateaux qui ont pris le départ dimanche de la route du Rhum ont subi des dommages à cause des conditions météo. Plusieurs d'entre eux ont dématé. Et l'un des favoris, Armel Lecléache, a carrément chaviré. Il a par la suite été secouru par un bateau de pêche portugais. Corinne Boulou, vous êtes notre spécialiste. Alors Corinne, comment expliquer cette série noire ? Quelles conséquences sur le plan sportif ? Eh bien, première explication, la météo. Sachez que près d'un tiers de la flotte, notamment les voiliers les plus petits et plus lents, a choisi de se mettre à l'abri dans des ports plutôt que d'affronter une mer en furie. Les monocoques de type Vendée Globe touchés par de nombreuses avaries n'ont pas été épargnés, mais c'est vrai que la catégorie des ultimes, ces trimarans géants de 32 mètres peu nombreux, payent un lourd tribut avec 3 d'entre eux au tapis après 2 jours de course, dont un chavirage, vous l'avez dit, le deuxième en 6 mois quand même pour Armel Lecléache dans des creux de 5 mètres pour sa première course. Ces géants des mers, prototypes, bijoux de haute technologie, demandent des heures de fiabilisation. D'ailleurs, en tête, vous retrouvez 2 maxi trimarans éprouvés aux mains de François Gabard et Francis Joyon qui, dans l'année, ont bouclé des tours du monde express. Dernier point, c'est une course et non un record. Vous partez le jour J avec le risque d'être en mode hivernal pour arriver au soleil en évitant la saison des cyclones. Et cela fait 40 ans que cela dure, David. Merci Corinne Boulou. Juste en un mot, vous aviez déjà vu ça, vous, qui suivez depuis des 2002. années L'édition 2002 avait été très difficile. Merci à vous, Corinne. Merci à vous, David Doucan. C'était le journal de 8h.